Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance rouge, une séance d'aversion pour le risque. Tous les marchés corrigent, on l'a vu en Asie globalement ce matin, en Europe à mi-journée et les futurs américains sont plutôt orientés à la baisse. L'hésitation des derniers jours semble se transformer peut-être en légère correction pour l'instant, correction générale, je le disais, avec des taux qui se maintiennent et voire qui remontent légèrement. Le marché obligataire ne fait pas office de refuge aujourd'hui pour les investisseurs. On a désormais une corrélation très forte entre les actions et les obligations. Et puis on notera sur le front des cryptos le crash du jour, avec le Bitcoin notamment qui cède désormais 40% par rapport à ses points hauts atteints au cours du mois d'avril. Le Bitcoin qui retombe sous les 40 000 $ sur ces niveaux du mois de février. Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, le compte-rendu de la réunion de fin avril. Des minutes qui comptent pour mieux comprendre peut-être les positions et les débats au sein de la Réserve fédérale américaine, alors que le sujet de l'inflation est un sujet de premier plan évidemment aujourd'hui dans les marchés. On notera quand même que les derniers discours des banquiers centraux américains montrent que la Fed attend sans doute d'y voir un peu plus clair sur la dynamique d'inflation et son caractère transitoire. Néanmoins, la réunion du mois de juin, des 15 et 16 juin pour la Fed, pourrait être une réunion animée. Ce sera un point de passage important pour le marché à travers cette année 2021. On parlera justement du cycle des marchés avec nos invités et puis on se focalisera pendant cette demi-heure également sur les marchés émergents. Et Bruno Vanni, le président de GEMO Asset, sera avec nous pour évoquer l'investissement en actions dans les émergents. C'est une séance de repli généralisée, notamment pour les indices européens à mi-séance. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée sur le CAC 40 au sein d'une séance qui sera marquée par la prudence des investisseurs avant la publication des minutes de la Fed ce soir. Des minutes qui seront suivies de près alors que les craintes inflationnistes sont toujours présentes sur les marchés. Si Jérôme Powell, le président de la Fed, a tenté lors de ses dernières prises de parole de rassurer les investisseurs en expliquant que le sujet d'un éventuel tapering n'avait pas été débattu lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, les investisseurs semblent vouloir en avoir le cœur net. L'éternelle question sur les marchés en ce moment étant si l'inflation progresse trop rapidement et de manière trop durable, est-ce que cela n'obligera pas de facto la Fed à revoir sa politique monétaire et donc à créer un environnement moins accommodant pour les marchés financiers? On note d'ailleurs dans ce contexte que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis reste à un niveau élevé, à savoir aux alentours des 1,65% aujourd'hui. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance de quelques statistiques ce matin et notamment l'inflation qui s'accélère justement en zone euro et qui progresse de 1,6% au mois d'avril sur un an après une progression de 1,3% au mois de mars sur un an également. Une progression des prix liés au prix de l'énergie qui ont affiché une hausse de 10,4% sur le mois en rythme annuel. Au Royaume-Uni, l'inflation a elle plus que doublé de son côté au mois d'avril et ressort à 1,5% contre 0,7% au mois de mars, un niveau qui est lui légèrement au-dessus des attentes. On note également rapidement aujourd'hui qu'aujourd'hui mercredi signe la nouvelle étape du déconfinement voulu par Emmanuel Macron avec notamment la réouverture d'un certain nombre de commerces. Une réouverture qui a assez peu d'impact sur les foncières en bourse qui reste en léger recul à la mi-journée. Même tendance du côté de valeurs comme Compagnie des Alpes qui exploite entre autres des parcs d'attractions ou encore Pierre et Vacances plus liés au tourisme. Les deux valeurs sont également en léger recul à la mi-journée. Du côté des valeurs justement, JCDecaux faisait le point hier soir sur ses résultats trimestriels. Il indique s'attendre à une croissance de plus de 60% de son chiffre d'affaires organique ajusté au deuxième trimestre. Un chiffre d'affaires qui viendra compenser le recul de près de 35% de son chiffre d'affaires donc au premier trimestre. Un repli moins fort que prévu d'ailleurs grâce à la reprise d'une partie de ses activités, notamment en Chine sur la période. En ce qui concerne à présent le mariage des groupes M6 et TF1, le PDG de TF1 s'est exprimé ce matin sur le sujet, annonçant que le gouvernement français accueillerait favorablement le projet. Gilles Pélisson a cependant mis en garde sur le fait qu'un tel projet ne pouvait se faire en se séparant des deux chaînes phares que sont TF1 ou M6 et que si une demande des autorités de la concurrence se faisait en ce sens, cela tuerait le projet. Pour rappel, la fusion de TF1 et M6 donnerait naissance à une nouvelle entité où Bouygues, l'actionnaire de TF1, serait majoritaire avec 30% des parts, tandis que Bertelsmann, l'actuel actionnaire de
M6 serait lui actionnaire à 16% de la nouvelle entité, tandis que les 54% restants seraient cotés en bourse. On note toujours à la Bourse de Paris que Solution 30, dont la cotation est toujours suspendue, verra celle-ci reprendre le 21 mai, soit dans 2 jours, l'AMF ayant demandé à l'entreprise de publier sans délai le rapport d'audit sur ses comptes. Et on finit avec le Bitcoin. On note que le Bitcoin passe ce matin sous la barre symbolique des 40 000 $, un niveau auquel la crypto-monnaie n'était pas revenue depuis plus de 3 mois. Le Bitcoin qui perd plus de 20% de sa valeur depuis une semaine, alors que Elon Musk, le fondateur de Tesla, a annoncé que l'entreprise n'accepterait plus les paiements en Bitcoin. Et c'est ce matin le gouvernement chinois qui en a remis une couche, expliquant que selon le régime, les crypto-monnaies ne sont pas de vraies devises. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Bon, c'est une journée parfaite pour évoquer la situation de marché avec nos invités. On parlera des marchés émergents avec Bruno Vanier à mes côtés en plateau. Bonjour Bruno et bienvenue. Bonjour. Merci, vous êtes le président de Gemway Assets. Et puis on va parler des marchés en général avec Kevin Lenoy, qui est le directeur de la gestion d'Avantgarde Investment à nos côtés également en plateau. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Vous allez nous livrer votre analyse de la situation de marché. C'est vrai que l'environnement est un peu plus compliqué, les signaux sont peut-être un peu moins clairs à ce stade, mais un mot quand même de votre positionnement. On ne connaît pas forcément encore tous Avantgarde Investment. C'est une jeune société qui a 1 an d'existence, Kevin. Absolument. Qui est positionnée sur la gestion de fortune. Vous êtes une société indépendante de gestion de fortune française aujourd'hui. J'aime bien l'idée d'être positionné justement sur ce créneau de la gestion de fortune. Est-ce qu'il faut comprendre que le constat de départ qui a amené la création d'Avantgarde Investment, c'est de dire que la manière dont les grandes banques opèrent la gestion de fortune aujourd'hui n'est pas satisfaisante pour tous leurs clients et que de l'autre côté, on a des CGP qui sont peut-être trop généralistes aussi pour certains de leurs clients? En tout cas, c'est un constat que l'on a pu entendre, notamment de la part de nos clients, absolument. Ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est qu'une partie de la clientèle, typiquement banque privée, comme vous le dites, notamment attachée à l'investissement, ce qui est notre spécialité, va juger aujourd'hui pour partie que l'offre est insuffisante, notamment avec parfois des écueils qui sont des écueils un peu d'industrialisation, finalement, dans le conseil qui est fourni sur les marchés financiers. Donc ça, c'est une première limite, avec un nombre de clients également qui est très important parfois pour les banquiers privés, mais également les gérants conseils. Donc ça, c'est évidemment une limite que nos clients nous remontent. Ce qui est pour nous là aussi un élément très différenciant, puisque on limite naturellement notre nombre de clients par gérant à 50, donc c'est affiché et c'est voulu pour le coup. Et puis pour le coup, comme vous le dites par rapport au CGP, ce n'est pas du tout péjoratif, mais en effet, eux ont une approche qui est une approche beaucoup plus généraliste, finalement, sur le patrimoine. Là où nous, en effet, on va beaucoup plus intervenir en spécialiste des marchés financiers. Et on va d'ailleurs en accompagner certains, même CGP, sur leur clientèle privée, pour ceux qui le souhaitent, justement dans cette expertise financière nécessaire. Bon, spécialiste de l'investissement, donc pour le compte de clients privés, de clients fortunés. Kevin, comment vous analysez la situation de marché? Alors, on vit au rythme de la pandémie depuis plus d'1 an maintenant. On a bien analyser les différentes séquences et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans une phase un peu plus trouble, un peu plus complexe. Il y a beaucoup de bruit, les signaux sont peut-être un peu moins clairs aujourd'hui. Justement, comment vous faites la différence entre le bruit et les signaux qui vous paraissent intéressants à observer et à suivre? Entre le bruit et les signaux, aujourd'hui, typiquement, ce que l'on peut regarder, c'est les effets de cycle. En fait, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quel niveau du cycle on se situe et à quel niveau du cycle, finalement, on va se situer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et ça, c'est évidemment intéressant parce que, selon la réponse que l'on donne à cela, les données macroéconomiques sont peut-être moins étonnantes, ou en tout cas, elles ne seront pas les mêmes que celles que l'on peut attendre. Le comportement également des entreprises ne seront pas les mêmes. Et globalement, les comportements investisseurs également sont changeants. Je pense qu'on peut tous ici être relativement d'accord sur le fait que le précédent cycle était particulièrement long, extraordinairement long. Là-dessus, la littérature nous l'a largement dit. Ce à quoi on s'attend, spécifiquement aujourd'hui pour le cycle qui arrive, c'est un cycle qui soit un cycle beaucoup plus court, potentiellement, un cycle plus puissant, plus racé finalement dans sa construction. Et donc, ça nous amène à une réflexion qui est intéressante, c'est de se dire, si aujourd'hui on considère qu'on est bel et bien en début de cycle, ça, là aussi, je pense que le consensus est plutôt de ce point de vue-là, eh bien nous, on va considérer chez Avantgarde Investment que la transition peut-être vers le milieu de cycle arrive dans les 10 à 12 prochains mois, donc de manière assez rapide, parce que la crise finalement n'est pas très loin derrière nous encore à l'heure actuelle. Au lieu d'avoir un cycle de plusieurs années, c'est un cycle de quelques années peut-être là qui se profile pour nous. On parle bien du cycle économique là. Absolument, tout à fait. Cycle économique sur lequel va devoir de toute façon à un moment se lisser justement le cycle financier. C'est ce qui nous intéresse derrière. Voilà.
Comment vous caractérisez justement l'idée du milieu de cycle? Alors, si c'est la prochaine étape là, dans le cycle, si on y arrive assez vite, qu'est-ce que ça veut dire quand on rentre dans cette phase de maturité? Et comment le marché, lui, est déjà positionné par rapport à cette idée-là? Le marché, il est positionné, déjà, il le voit vis-à-vis des différents éléments. Ce qui peut plaider aujourd'hui pour un milieu de cycle, si on doit y venir, c'est... alors, on l'a vu, le timing de marché, ça vous le dites assez régulièrement, et les données économiques sont clairement des données encore de début de cycle. Ça, il n'y a pas encore de débat là-dessus. Par contre, dès qu'on regarde typiquement une politique monétaire, et je pense notamment aux États-Unis, c'est les grands débats qu'on a à l'heure actuelle, les réflexions qu'on se fait à l'heure actuelle, typiquement sur la prochaine réunion de la Fed, sur Robert Kaplan qui commence à indiquer que le débat doit être nourri sur la baisse des rachats d'actifs, ça typiquement ce sont plutôt des symboles de milieu de cycle, donc le marché commence à s'y projeter de toute façon. Et puis la pression sur les marges également va être très impactante sur les entreprises, mais va être évidemment impactante dans la réflexion investisseur. La pression sur les marges que l'on est amené à connaître dans les prochains mois, potentiellement, on sait d'où elle vient évidemment de l'inflation, notamment des intrants, mais elle va avoir évidemment des effets de répercussion très importants sur les marchés financiers. Et donc typiquement, nous, dans nos allocations aujourd'hui, ça peut nous amener à regarder des titres qui sont typiquement des titres avec, j'allais dire, des pricing power qui sont relativement importants, par exemple. Ouais. Parce que la pression sur les marges, elle sera inéluctable pour certaines entreprises ou certains secteurs. L'idée que des entreprises vont trouver ou retrouver justement une capacité à passer les prix dans les prix finaux, dans la consommation, c'est quelque chose qui sera vraiment analysé secteur par secteur, entreprise par entreprise. Exactement. Par contre, il faudra l'analyser évidemment secteur par secteur, entreprise par entreprise. Mais cette phase de transition, et même si on considère que l'inflation est transitoire, ce qui est le débat à l'heure actuelle, cette phase de réflexion sur l'inflation, elle va quand même se répercuter sur les marges des entreprises, ne serait-ce que de manière transitoire. Donc, aussi rapide que ce soit, éventuellement, on va devoir en prendre connaissance, on va devoir en prendre conscience justement dans nos allocations d'actifs. Bon. Le marché, il en est où effectivement par rapport à ça, et comment est-ce que vous ajustez ou comment est-ce que vous réglez les allocations que vous proposez pour vos clients aujourd'hui, Kevin? Très concrètement, on l'a anticipé depuis le début d'année, mais ce que l'on va sûrement renforcer, c'est une surpondération typiquement de la partie européenne au détriment de la partie américaine, parce que statistiquement, on va considérer que la zone européenne est relativement plus cyclique que la zone américaine, donc on va aimer s'y positionner, et statistiquement, on a régulièrement de meilleures performances sur ce marché-là que sur le marché américain. Les primes aujourd'hui de risque... Dans cette phase du cycle, vous dites, c'est l'Europe, c'est ce qu'on commence à percevoir d'une certaine manière. On a une surperformance des indices européens par rapport aux indices américains sur une courte période, mais elle est là. Exactement, et d'autant plus parce que potentiellement le cycle est légèrement décalé aujourd'hui également en Europe. Les voyants sont plutôt ouverts de notre point de vue sur le côté européen. On peut parler évidemment des éléments techniques type euro-dollar, spread de taux, etc. Mais si on regarde les sujets du jour J, c'est typiquement la réouverture économique. Ça, c'est un sujet qui est devant nous, qui nous amène à être beaucoup plus cyclique dans les prochaines semaines, même si évidemment le mouvement est entamé. Nous, on va considérer qu'il peut durer, et surtout on a des valorisations qui elles sont des valorisations américaines qui sont déjà des valorisations de fin de cycle, même si elles peuvent s'ajuster. Au contraire, on a des valorisations aujourd'hui européennes qui nous semblent bien plus confortables et qui en tout cas elles nous amènent à nous y repositionner très clairement. Si on arrive dans une phase de cœur de cycle là, Kevin, est-ce que la stratégie c'est une stratégie action avant tout? Est-ce qu'on trouve aussi d'autres intérêts, d'autres opportunités sur d'autres types de marchés pour profiter de cette maturité du cycle ou de cette première phase de maturation du cycle? La phase transitoire elle est intéressante. Alors nous on va rester globalement assez surpondéré finalement sur les actions, ça sans trop de difficultés. Par contre il est clair que d'autres actifs ont vraiment notre faveur. Je pense notamment à des actifs qui vont jouer l'inflation. Ça, ce sont des choses que l'on apprécie particulièrement en portefeuille. On les a rentrés en portefeuille depuis la fin de l'année dernière, mais on va sûrement continuer la stratégie dans les prochains mois sans trop de difficultés. Et également des actifs de quantification, ce qui est beaucoup plus inédit pour beaucoup de nos clients. Mais si on considère que le repricing de courbe n'est pas terminé, ce qui est plutôt notre cas, nous on ne craint absolument pas aujourd'hui un taux 10 ans américain qui gagne encore quelques bips sans trop de difficultés. Non pas jouer la courbe en direct, mais son mouvement dans sa globalité, ça a un vrai intérêt pour nos clients. Donc oui, évidemment, on va parvenir aussi à se diversifier de ce point de vue-là. Donc un 10 ans américain à 2%, c'était alors une idée très consensuelle il y a quelques temps. Pour l'instant, on n'y est pas toujours, mais ça vous paraît toujours être une idée forte pour les prochains mois. Le 10 ans allemand qui redeviendrait positif aussi, c'est quelque chose... Ce sera, attention, ce jour-là, ce sera les gros titres quand on verra le 10 ans allemand positif. Mais pour vous, c'est tout à fait cohérent avec l'analyse que vous faites. En tout cas, c'est pas inéluctable et le mouvement, en tout cas, peut y aller. C'est-à-dire que de là avoir un 2% sur le 10 ans, je peux être assez
méfiant. Déjà, je vais viser du 1,85, ça me semblait assez intéressant. Pareil, le 10 ans allemand, on le sait très bien, en territoire positif, ça c'est une borne psychologique que le marché n'a pas forcément envie de passer, sur lequel peut-être que les banques centrales, malgré le fait qu'elles agissent sur les taux courts, pourront quand même avoir un regard très fort. Mais cette phase transitoire, là où elle est intéressante, c'est qu'elle va créer des mouvements, encore une fois, et c'est ces mouvements qu'on doit suivre, et non pas viser forcément un point en tant que tel. Ouais, je comprends. Et vous dites l'histoire de l'inflation, elle n'est pas finie, parce que le marché s'est saisi quand même de ce débat depuis plusieurs mois maintenant. Les anticipations d'inflation, il y a plusieurs manières de les regarder, elles ont déjà quand même beaucoup remonté d'une certaine manière, mais vous dites non, c'est quelque chose, c'est un chemin qui est pas terminé de ce point de vue-là. C'est un chemin qui est pas terminé, c'est pas un chemin d'inquiétude pour nous. On ne parle pas aujourd'hui d'hyperinflation, on parle pas d'inflation excessive forcément, même si celle que l'on a devant les yeux, elle peut paraître très élevée, mais le chemin en tout cas qui est entamé pour nous n'est pas terminé. Absolument, parce qu'encore une fois, cette contagion au prix dans les intrants qui peut se retrouver ensuite dans les sortants finalement d'entreprise, celle-ci, le chemin n'est absolument pas achevé, et notamment typiquement en Europe. Bon, le cycle, donc ça reste quand même le cap que vous maintenez pour la stratégie d'investissement pour le compte de vos clients. Kevin, je regardais dans la dernière enquête de BofA là, qui est faite auprès des grands gérants d'actifs mondiaux. C'est toujours intéressant de voir comment ces gérants sont positionnés. La tech est au plus bas. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que le biais technologique de surpondérer la technologie dans les portefeuilles qui existent depuis plus de 10 ans est au plus bas depuis quelques années. La surpondération de la tech est au plus bas dans les portefeuilles depuis 3 ans dans cette enquête menée par BofA. Est-ce que ça envoie le début d'un signal intéressant quand on cherche des opportunités de marché, de se dire tiens, peut-être que c'est le moment de revenir sur ce genre de grande valeur technologique américaine? Est-ce que c'est trop tôt selon vous? Au risque d'être peut-être contrariant, nous on va considérer que c'est encore un peu tôt, absolument. D'accord. Moi je m'inscris justement tout à fait dans ce qui est dit par BofA aujourd'hui, une sous-pondération, nous-mêmes nous sommes sous-pondérés, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas présents. Non. On a des positions qui sont des positions historiques, par contre de là y revenir certainement pas, et de là alléger quelques lignes, c'est ce que l'on a fait depuis le début d'année sans trop de difficultés. Parce qu'on a encore cette sensation que ce que l'on a appelé les étoiles du Covid, les stars du Covid, justement dans cette phase transitoire qui peut nous arriver, avec encore une fois des courbes qui n'ont pas fini leur mouvement, c'est relativement peu porteur aujourd'hui pour des technos, même si elles restent encore une fois, à long terme, tout à fait intéressantes pour certaines, sans aucune difficulté. Merci beaucoup Kevin, merci pour ces éléments d'analyse de marché, de stratégie d'investissement. Kevin Lenoy, directeur de la gestion d'Avantgarde Investment, avec nous dans Smart Bourse aujourd'hui à la mi-journée. Et donc Bruno Vanier pour parler des émergents avec nous, le président de Gemway Assets. Bruno, rebonjour, bienvenue. Je me souviens de la discussion qu'on a vue, je crois que c'était en décembre 2020. À l'époque, tous les allocataires, tous les gérants se ruaient sur la Chine, l'Asie, et c'est vrai que ça avait été le grand trade de 2020 positif, favorable. Et à ce moment-là, vous disiez, vous, chez Gemway, on a plutôt tendance à se montrer un peu plus prudent et à sous-pondérer désormais légèrement la Chine. Bien vous en a pris, puisque 6 mois après, effectivement, ce sont des marchés qui ont nettement sous-performé par rapport au marché américain ou au marché européen. La question est simple, où est-ce qu'on en est à ce stade, et notamment quand on parle de la Chine, Bruno? C'est vrai qu'il y a de manière générale, les marchés émergents, et en particulier la Chine, a été prise un peu négativement par cette rotation croissance vers value, à peu près, qui favorise les marchés européens d'une certaine manière, et qui défavorise les marchés dans lesquels la partie croissance était très importante. C'est typiquement le cas des indices chinois. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a des prises de bénéfices qui ont été articulées, et une sous-performance qui devient assez importante quand même depuis le début de l'année, parce qu'on est à 0 plus de performance sur ces marchés, comparé à peu près à une bonne dizaine de % ailleurs, quoi. Donc, et ce, en dépit d'une baisse du dollar qui est en général souvent favorable aux marchés émergents, quoi. Alors pour ce qui est de la Chine, c'est vrai que le cycle, et on parlait tout à l'heure de cycle économique, là on a une visibilité assez forte, je trouve, sur le cycle économique chinois, qui est très fort aujourd'hui, mais qui est un effet de base monumental, encore une fois. C'est pour ça que juger de l'inflation aujourd'hui, rappelez-vous, en avril dernier, le pétrole était négatif. Oui. Donc la croissance du prix, la hausse du prix du pétrole est infinie sur 12 mois, ce qui bien évidemment
a des effets induits assez exceptionnels sur les coûts et qui est clairement un sujet pour cette année. C'est vrai que la hausse des coûts entrants par rapport à l'inflation sortante fait que certaines entreprises vont voir leurs marges affectées. C'est assez quand même, tout ça est assez transitoire globalement. Si on regarde les chiffres sur 2 ans, qu'on les annualise entre 2019 et 2021, on n'a pas du tout ces effets extrêmement très forts de pic d'inflation. Et donc, là-dessus, c'est toujours difficile d'être dans une situation exceptionnelle et d'en tirer des enseignements sur le moyen terme. Chose qu'on se garde, nous, de faire. Ouais. Souvent, on a rendez-vous dans un an pour y voir plus clair, une fois que les effets de base seront tous derrière nous. Indéniablement, mais sur la Chine, c'est vrai qu'on a une situation qui était, et ce qui nous a rendu un peu prudents sur le marché chinois, qui était, je dirais, une politique monétaire plus restrictive. On a une banque centrale chinoise qui est sans doute la seule aujourd'hui qui est plus orthodoxe, clairement, qui a des taux d'intérêt à 10 ans de plus de 3%, des taux normaux, on va dire. Largement positif, bien évidemment. Des taux négatifs en Chine, c'est juste pas encore quelque chose qui va être possible, heureusement. Et une politique monétaire donc relativement restrictive, une politique fiscale également un peu, enfin en tout cas moins accommodante qu'on a pu le voir. L'impulsion budgétaire n'est pas démesurée. Et enfin, une réglementation qui a été resserrée dans certains secteurs, notamment dans l'Internet, avec cette loi anti-monopole. Tout ça fait qu'effectivement, le marché est plus compliqué. Et tout ça se traduit par une liquidité excédentaire qui baisse. Et souvent, ça affecte bien sûr les valorisations. Et les valorisations, où est-ce qu'on les trouve? Plutôt dans les sociétés de croissance, dont les multiples ont été relativement élevés après la forte hausse de l'année dernière. Ça, on est en train de voir le bout de cet ajustement. Alors, souvent, ça dure un peu plus que ce qu'on pense que ça va durer, donc, on a vu en 2018, ça dure à peu près, pas tout à fait un an, autour de 10 mois, 10 à 12 mois. Là, mais la prochaine étape, c'est le point d'inflexion. C'est quand est-ce que les autorités vont réagir par rapport le point bas de la variation de la liquidité excédentaire est au plus bas, je trouve, aujourd'hui. On va avoir des chiffres glissants qui vont commencer à remonter, qui seront toujours négatifs, mais qui vont commencer à remonter à partir du mois du mois prochain. On va avoir un effet inflation aussi qui va être notamment au niveau des prix entrants du PPI, qui va être encore assez fort, moins pendant encore un mois ou deux. Mais voilà, à partir de l'été, on va voir quand même une inflexion, une normalisation. En fait, l'économie chinoise est en train de se normaliser. Normalisation en Chine, ça veut dire plutôt la baisse de la croissance, parce qu'elle était très forte au premier trimestre, de l'ordre de plus de 18%. Effet de base, encore une fois. À partir du 3e, voire 4e trimestre, on sera revenu dans un cycle tout à fait normal, avec une croissance relativement bonne, mais pas non plus excessive. Ailleurs, dans les pays émergents, c'est très différent. Et c'est ça aussi la grande surprise de cette année, c'est que à cause du traitement différencié du Covid, et dans certains cas, pas de traitement du tout en l'occurrence, puisque une recrudescence extrêmement élevée qu'on a vue au Brésil en début d'année et en Inde il y a encore quelques semaines, quelques jours, qui fait que une croissance qui commence à repartir est en train de se ralentir de nouveau du fait de la pandémie, du fait aussi de l'accès au vaccin qui n'est pas bien évident pour beaucoup de ces pays. On voit déjà comment c'est compliqué ici. Alors vous imaginez dans les pays les plus pauvres. Donc clairement, il y a un traitement différencié du Covid qui fait que la reprise n'est pas synchrone. Mais il faut s'attendre même à des difficultés beaucoup plus graves que ce qu'on imaginait, parce que là, j'entends parler de 4e vague pour certains pays d'Asie de l'Est, des pays qui avaient étouffé très vite la pandémie avec des restrictions sanitaires, qui sont aujourd'hui très en retard sur les vaccins et qui se retrouvent pris avec une résurgence de on a 2 pays qui illustrent un peu ça. Le premier, c'est un peu une plaisanterie quand même presque, c'est le Taïwan. Ils ont eu un pic, ils sont remontés à 300 cas, je crois, par jour. Pas de mort, qui vont régler en quelques jours, quelques semaines. Franchement, il n'y a aucun souci à se faire sur Taïwan, sur le Covid. Je pense qu'il y a un pays qui le gère extrêmement bien, c'est bien eux. Et alors, c'est vrai, quand on regarde le taux de vaccination, il est très bas, mais très bas parce qu'il y a très peu de cas. Donc, bien sûr. L'intérêt de se vacciner pour eux est quand même moins évident. Mais ils le feront sans doute. On voit par ailleurs en Chine que le taux de vaccination a bien monté au cours des dernières semaines, ce qui n'était pas le cas encore il y a 2 mois. L'autre pays sur lequel c'est plus problématique, c'est l'Indonésie, avec des mouvements de population, notamment pour les fêtes religieuses, qui fait qu'on pourrait avoir effectivement une recrudescence assez forte du nombre de cas. Là, il y a un peu d'incertitude, clairement, à court terme. Mais
voilà, il faut s'attendre à ce que ces pays les plus pauvres, l'Indonésie, les Philippines, aient plus de mal à gérer ce cas, et que la sortie de crise n'est pas du tout pour la deuxième moitié de cette année, peut-être deuxième moitié 2022. Le jour où on parlera plus de Covid pour ces pays, c'est peut-être pas avant 2023. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Oui, mais dans les pays les principaux, j'entends les plus riches en Asie, que ce soit la Chine, Corée, Taïwan, franchement, on a largement les moyens, et on a montré l'organisation qui peut me permettre de faire face de manière très très efficiente à cette pandémie. Ouais. Sur la tech chinoise, Bruno, vous disiez effectivement, alors vous dites une réglementation plus restrictive, ça on l'a vu effectivement, mais est-ce que la question c'est ça, c'est comme sur le plan monétaire, budgétaire, est-ce que le pire est passé d'une certaine manière? C'est pas simple comme réponse. Alors, dans la tech, on va dire, d'un côté il y a l'internet, en fait, ce qu'on appelle vraiment tout le e-commerce, le réseau social, là, Tencent, Alibaba, Meituan, qui là, on a eu quand même les impacts assez négatifs pour Alibaba en premier, ensuite pour Meituan, un peu moins pour Tencent, mais c'est un peu le cas en ce moment. Mais ça, clairement, ça prend du temps. Je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on est sorti. À mon avis, on sera sorti de cette histoire-là plutôt en septembre, octobre, à mon avis. Donc ça prend à peu près un an pour être digéré, quoi. Et je crois qu'il faut toujours être prudent, quoi, pour y aller. De fait, nous, dans nos portefeuilles... Oui, parce que les résultats sont exceptionnels, quand même. Bien sûr. Les résultats de ces entreprises sont exceptionnels. Non, mais voilà, c'est ça. Les fondamentaux mais sont souvent, en bourse, quand des résultats sont très bons et que le marché c'est pas suffisant. Pas, c'est pas toujours suffisant. Ça veut dire que quelque part, c'était anticipé ou que les anticipations étaient encore plus élevées. Et c'est vrai que sur les très beaux résultats qu'on voit depuis soit le premier trimestre, sur l'année, ou les années fiscales qui terminent en mars... les performances boursières ne sont pas tout à fait au rendez-vous, indéniablement, quoi, sauf exception. L'autre technologie, la technologie, je veux dire, plus semi-conducteur, alors là, on parle plutôt de certaines valeurs chinoises, mais aussi surtout taïwanaises et TSMC et d'autres, Là, les résultats sont plus qu'excellents, encore plus. Et on a des sociétés qui ont un pricing power, on parlait de tout ça tout à l'heure, qui est exceptionnel. TSMC fait le prix qu'ils veulent, globalement, sur les dernières technologies. Et ça, c'est encore investissable, parce que ça a été bien flagué, bien identifié, avec même maintenant peut-être la crainte de surcapacité. C'est-à-dire, s'il faut reconstruire des capacités de production en urgence, est-ce que dans 2 ans, on ne se retrouve pas avec un problème inverse? Là, on va un peu vite, quand même. D'accord. Là-dessus, moi, je trouve que... c'est vrai que c'est des secteurs cycliques, notamment les semi-conducteurs plutôt coréens que taïwanais en l'occurrence, mais là clairement on n'a pas assez de semi-conducteurs dans l'automobile, on le voit, donc clairement il y a une demande et déjà d'anticiper à partir d'aujourd'hui le haut de cycle et donc de vendre là-dessus, je trouve que c'est un peu tôt, clairement. C'est pas le moment de se faire peur avec ça, vous dites. Voilà, je trouve que, d'autant que les valorisations dans ces titres-là n'ont pas du tout élevé, en l'occurrence. C'est même presque de la value dans la technologie, ça, notamment les Coréens, quoi. Donc je trouve que on anticipe peut-être un peu trop rapidement, mais à mesure qu'on avance, bien sûr, ce pic de la demande ou ce pic de la demande, ce rattrapage, oui, bien sûr, entre le rattrapage et la nouvelle demande peut-être qui arrive. Oui. Voilà, donc il y a une incertitude indéniablement là-dedans. L'autre technologie plus croissance pérenne, qui est plutôt les Taïwanais, TSMC, Mediatek. Là, on a eu un mouvement assez violent de vente par les investisseurs domestiques, qui sont des retail investors, qui ont switché la techno vers le transport. Alors, je vois des titres comme Yangmin Marine, comme Huaihai Line, qui n'ont rien fait pendant 15 ans. Ça fait ça, avec des volumes qu'on n'a pas vus. Taïwan, ça vous paraît petit d'ici, mais c'est quand même 25 à 30 milliards de dollars qui sont échangés par jour sur le marché. Donc c'est un peu plus gros que la bourse de Paris, oui, on est d'accord. Et le poids des investisseurs domestiques particuliers a vraiment augmenté de manière assez forte récemment. Donc là, il y a un mouvement de très court terme qu'il va falloir peut-être gérer d'une certaine manière. Ça donne quand même des opportunités. Mediatek, un designer de puces, notamment pour la 5G, se traite aujourd'hui à 18 fois avec 5% de rendement. Avec une guideline qui a été revue à la hausse cette année et sans doute encore pour la deuxième moitié de l'année prochaine. Donc ça donne quand même des opportunités. Merci beaucoup Bruno. Merci de nous avoir apporté votre éclairage précieux sur ces marchés émergents. Bruno Vannier, le président de GEMO Assets, était avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.